Aujourd'hui, la pandémie coronavirus est tributaire aussi du changement climatique. C'est la toute première question que nous posons à notre invité, qui est le professeur Jean-Robert Wangoy. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Et c'est la toute première question que nous vous posons. Pouvons-nous comprendre qu'aujourd'hui, la pandémie coronavirus est tributaire aussi du changement climatique? Comme chercheur, je ne peux pas établir directement un lien direct. Je ne peux pas établir un lien direct entre la pandémie de coronavirus et les changements climatiques. Donc je ne peux pas établir un lien direct. Mais vous savez que lors de l'émission que nous avons eue en 2019, à la suite de l'occurrence répétée de Madden Julian Osciation, nous avons modélisé qu'il était possible qu'en 2020, on puisse avoir des épidémies, des virus ou des bactéries, surtout des maladies virales. Nous avons modélisé qu'il était possible qu'on puisse avoir des épidémies de maladies virales. C'est une approche un peu empirique, c'est une approche d'ingénierie, si je peux dire ça, puisque la situation qu'on a vécue en 2019, la crue qu'on a eue en 2019, son équivalent était en 1917. Et ce qui est arrivé sur le plan mondial, et ce qui est arrivé en 1918, c'était ce qu'on appelle le Great Influenza. L'influenza, donc la grippe espagnole. Et là, en 2019, nous avons eu plus ou moins la même grande crue comme celle de 1917. Et en 2020, on a eu le coronavirus. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une cause à effet? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer. Il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas le contrôle. Moi, je suis spécialiste des systèmes d'information géographique. Je suis dans la modélisation et donc ma science me permet de dire que voilà, il y a eu tel niveau de crue en 1917 et aujourd'hui il y a eu en 2019 et c'est comme ça que j'avais modélisé que voilà, il pourrait y avoir une occurrence des maladies, des épidémies virales. Chez nous, dans la cuvette centrale, cela est facilement prédictible parce que vous savez que nous avons les zones noires à cause de l'existence de forêts. Oui, de la forêt et donc la décomposition des feuilles et de la matière organique. Et donc les eaux sont chargées des acides phénoliques et ces acides-là ont la capacité de pouvoir empêcher du moins la multiplication des bactéries, des virus au niveau des marécages particulièrement. Et là, avec le facteur de dilution, c'est-à-dire un excès d'eau, facteur de dilution, la concentration des acides de phénol devient plus faible dans l'eau et donc ces germes-là peuvent plus facilement se développer. C'est une explication très simple et c'est comme ça que nous avions pensé déjà en 2019 qu'il pourrait y avoir en 2020 l'occurrence des épidémies. Alors vous avez parlé des épidémies mais c'était vague. À quel type d'épidémie faisiez-vous allusion? Bon, oui, c'était vague, mais moi j'avais plutôt pensé à des épidémies du type rougeole, comme nous avons eu en 2018, que probablement il devait y avoir une autre occurrence des épidémies de rougeole dans notre zone d'étude. Nous avions pris des dispositions pour essayer de combattre ces épidémies-là au cas où ils arrivaient, mais là on a eu une épidémie d'un type nouveau qui n'est pas même qui n'a pas eu l'origine chez nous, donc qui a plutôt eu l'origine en Chine
C'était pas, on ne pouvait pas penser à une pandémie de type global, sauf en analysant ce qui s'était passé en 1917. Sauf en analysant ce qui s'était passé en 1917. À chaque événement, son épidémie. Voilà, on pouvait se dire que voilà, il pourrait y avoir quelque chose dans ce sens-là. Et jusqu'ici, scientifiquement, non maîtrisable. Pour le moment, oui, mais bon, pour le moment, ce n'est pas maîtrisable. Bon, heureusement, il y a des vaccins qui sont en train de venir. Mais heureusement, chez nous ici, il faut le dire, la phytothérapie a joué un rôle important. Ce qui n'est pas dit tout haut d'ailleurs. Ce n'est pas dit tout haut, mais bon, ceux qui ne le disent pas ont leur raison. Nous avons des raisons de dire que la phytothérapie a agi efficacement. Je peux vous dire ceci, ceux qui sont dans la task force, nous leur demandons de mettre à notre disposition les données sur les malades, les malades qu'ils ont eu dans différents hôpitaux, qu'ils nous donnent ces données-là, désagrégées par commune, et nous allons voir que dans les communes où ils utilisent la phytothérapie, particulièrement au niveau de la Tchangou, on peut voir que dans ces communes-là, il y a eu une occurrence plus faible de la maladie que dans les communes où les gens avaient tendance à se présenter à l'hôpital Ngaliema ou au SEMK ou ailleurs. Professeur Jean-Robert Bwango, nous pouvons comprendre que c'est ce qui crée même la résistance dans l'observance des mesures barrières dans ce district de la Tchangou. Tout à fait. La population au niveau du district de la Tchangou ne fait pas confiance. Ils ne font pas confiance aux données qu'on nous donne officiellement, qu'on nous présente officiellement. Ils ne font pas confiance. On avait prédit qu'au niveau de la Tchangou, il y aurait des milliers de morts. Vous avez vu, il n'y en a pas eu. Il y en a eu plutôt à l'ouest de la ville, qui est en fait la zone riche de la ville. Donc ce sont les riches qui vont au SEMK, qui vont à Ngaliema et qui vont mourir là-bas. Comme pour dire que jusqu'ici, la médecine moderne a montré ses limites. Pour le moment, la médecine moderne n'a aucune solution. Vous savez, ici, c'est dommage que nos médecins continuent à utiliser la chloroquine, l'azithromycine, des produits pour lesquels les résultats des tests scientifiques ont démontré qu'ils n'ont aucun effet sur les cas de guérison, sur la guérison du Covid-19. Ils continuent à utiliser cela. Il y a une trouvaille congolaise, on nous parle aujourd'hui de Malacovid. Vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler, je ne suis pas médecin ni pharmacien. Je suis chef traditionnel, donc si vous me posez la question de savoir quelles sont les plantes que nous on utilise contre une grippe, je vais vous dire, mes ancêtres m'ont enseigné. Maintenant, si on veut dire que le Malacovid ne marche pas, la méthode de recherche scientifique exige qu'on puisse prendre un témoin, comme le professeur Mouyemba avait dit que lui, il soigne les gens, il a guéri 80% des gens avec de l'eau. Ben, on peut prendre un échantillon des gens à qui on va donner le placebo, et puis un autre échantillon à qui on donne le Malacovid, un troisième échantillon des gens qui sont soumis au traitement traditionnel, notamment à notre fameuse inhalation des infusions, des produits qui ont déterminé qu'ils mettent le virus en difficulté. Donc, on peut maintenant, et à la fin, on va faire une analyse statistique. On va se dire lequel a performé mieux. Vous voyez, on ne peut pas se dire aujourd'hui que voilà, on va exclure la médecine traditionnelle, on va exclure le Malacovid, on va exclure celui-là. Il faut utiliser les méthodes scientifiques. C'est ce qui a été fait aux États-Unis avec la chloroquine. On a pris les placebos, on a pris donc un groupe témoin, et puis on a pris un groupe à qui on a soumis au traitement à la chloroquine. Ben, on a vu que la chloroquine n'apportait
aucun avantage. Au contraire, le groupe qui avait été soumis à la chloroquine a montré un taux de mortalité plus élevé. Donc on ne peut pas prendre des médicaments qui sont abandonnés ailleurs pour traiter la population ici aux États-Unis. En Afrique. On va prendre l'éco-découverte, on se retrouve juste après, chers téléspectateurs. Éco-découverte. Kinshasa dans les inondations comme jamais auparavant. La ville est frappée par une avalanche de pluie diluvienne ces derniers jours. Une situation qui préoccupe au plus haut point le premier citoyen de la ville. C'est ici, au Pongongo Lutete, sur la rivière Gombe, que Jean-Tini Ngobila, accompagné du DG de l'OVD ainsi que de quelques membres du gouvernement provincial, a débuté sa ronde d'inspection. Sur place, il a ordonné l'arrêt de travaux. Une construction anarchique qui appartiendrait aux Indiens de Kinmarché. Il s'est dirigé jusqu'au pont Adama. Après Gombe, direction Pakadjouma, où le pont s'est affaissé dans les eaux et les habitants ne savent plus traverser. Mais dans l'entretemps, ils ont érigé quelques habitations sur la route principale. La délégation s'est ensuite dirigée à Founan. Ici, le gouverneur fait un constat amer. L'avenue presque inaccessible est transformée en une rivière. Et ces eaux ne font que stagner. Cause, manque de canalisation suite aux constructions anarchiques sur les lits des rivières. Même constat à Limete-Montbélé, hormis les constructions anarchiques, dans le ménage finissent dans ces rivières et bloquent la canalisation fluide des eaux qui débordent vers les parcelles riveraines. C'est sur le pont qui sépare Ngaba et Leba que s'est achevée cette ronde. Une initiative saluée par les populations, conscientes également de leur rôle à jouer. Et parlons de la COVID-19, j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur les pygmées, comment ils se sont comportés face à cette pandémie. On ne parle presque pas des pygmées atteints de la COVID-19. Or, dans votre concession, vous avez également un village réservé aux pygmées. C'est quoi le vrai secret? Non, pour le moment, je veux vous dire que nous n'avons eu connaissance d'aucun cas de Covid-19 dans notre concession, ni même, je pense, dans l'ensemble du district de Maïndom. Donc, nous ne pouvons pas affirmer que les pygmées ne sont pas vulnérables par rapport à ce virus-là, donc on ne peut faire aucune affirmation là-dessus. Maintenant, c'est que même dans d'autres provinces du pays, on n'en parle pas. Bon, on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'affirmer ou d'infirmer sur ça, mais néanmoins, ce que nous avons observé, vous et moi, sur le terrain, était que la population du village d'Ikita, lorsqu'il y a eu la rougeole qui dévastait dans les villages, les pygmées n'ont pas été atteints de rougeole. Et vous avez vu qu'ils refusaient de prendre le vaccin à cause de ça. Oui, mais c'est quoi? C'est par rapport à leur mode de vie? Oui, vous avez vu des élèves. L'école utilise des élèves bantous et des élèves pygmées. Vous avez vu des élèves bantous qui étaient atteints de rougeole. Assis sur le même banc que il n'y a eu aucun cas de rougeole dans les villages, auprès des élèves pygmées. Maintenant, encore une fois, nous avons fait une observation, ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas scientifique, il fallait vérifier scientifiquement, c'est pas difficile de le faire, il fallait vérifier scientifiquement s'ils ont une certaine forme d'immunisation quelconque, tout ça. Bon, pour le moment, ce n'est pas vraiment scientifique, mais c'est basé sur notre propre observation. Quels sont les phénomènes aujourd'hui et quels sont les facteurs aujourd'hui qui déterminent le changement climatique sur le plan mondial? Le facteur le plus important pour le changement climatique, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, vous savez que le Soleil émet un spectre complet de radiation allant des ondes radio, donc du bruit, jusqu'aux ondes cosmiques de très grande énergie. Alors, ces radiations-là ne parviennent pas jusqu'à la surface de la Terre. Ils sont bloqués au niveau de la haute
hautes couches de l'atmosphère par l'existence de ces gaz-là, donc l'ozone, le CO2, la vapeur d'eau et tout ça. Et ce sont ces gaz-là qui laissent seulement pénétrer la radiation sur ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique, sur une petite bande, une petite gamme qui n'est pas nuisible pour la vie sur Terre. Maintenant, il y a un autre phénomène, c'est que si on analyse la quantité des rayonnements qui viennent du Soleil, qui arrivent à la surface de la Terre, normalement la température du système au niveau de l'équateur devait être de moins 5 degrés Celsius. Mais ce qui fait que nous avons une température de 28 degrés Celsius, c'est-à-dire une augmentation de presque 33 degrés Celsius, c'est l'existence de ces gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, le CO2 et l'ozone dans la basse couche de l'atmosphère. Mais c'est essentiellement le CO2, la vapeur d'eau. Le problème, c'est l'augmentation des concentrations de CO2. Puisque la concentration de la vapeur d'eau reste plus ou moins constante, mais ce sont les quantités, les concentrations de CO2 qui ont augmenté depuis le début de l'ère industrielle. Et nous continuons à augmenter ces quantités de gaz à effet de serre par la déforestation, par les combustibles fossiles que nous utilisons tous avec nos véhicules, et c'est ça véritablement le problème. On peut comprendre qu'aujourd'hui la pandémie coronavirus a quand même profité au climat? Peut-être que oui, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a eu des études qui ont montré que les concentrations de gaz à effet de serre avaient baissé à un moment donné, mais lorsqu'il y a eu reprise de l'activité en Chine, les concentrations de gaz à effet de serre sont parties quand même en augmentation. Donc c'est difficile là aussi d'avoir une affirmation directe. Ça ne vous donne pas de travailler dessus, nous donner un peu plus d'informations? Bien sûr que oui, il y a plusieurs collègues qui sont en train de travailler dessus, notamment mon assistant et moi-même et un collègue à Michigan State University. On est en train de faire des investigations là-dessus pour voir si effectivement il y a eu une diminution de concentration de gaz à effet de serre à la suite du Covid, mais nous ne pouvons pas préjuger de l'issue des résultats. Donc on verra ce que la science va nous dire. Je vous invite à suivre l'éco-créativité, on se retrouve juste après. Éco-créativité. La visite dans ce village est intervenue un dimanche, le jour du repos où les activités tournent au ralenti. Dominé par une présence très remarquable des palmiers à huile, Inkita fait partie des grands producteurs du miel en République démocratique du Congo. Pour améliorer son rendement avec de nouvelles méthodes et pour une meilleure production en moindre énergie, la communauté des autochtones pygmées est accompagnée par la société Eracongo. La communauté d'Inkita est parmi les plus grands producteurs de miel dans la République. Mais ils produisent ce miel-là en allant grimper dans les arbres le long de la rivière qui est juste à côté ici. Mais ce n'est pas nécessaire qu'ils puissent aller mettre leur vie en danger en montant dans les arbres pour aller récolter le miel. Donc c'est pour ça qu'on a amené des techniques qui leur permettent de continuer le travail qu'ils font en mettant les ruches à terre qui vont produire du miel à côté de leur village. Nous avons fait d'abord une petite démonstration. Maintenant, on doit mettre beaucoup de ruches ici aux environs du village pour qu'ils puissent
courant de l'année 2019, vous nous avez parlé de plusieurs phénomènes. Vous avez parlé du phénomène MJO, vous nous avez parlé du phénomène El Niño. De ces deux phénomènes, quel est le phénomène qui avait été plus présent en République démocratique du Congo? Non, pour le moment, disons qu'en 2019, le MJO, qui est un phénomène mondial, en fait, qui est une oscillation des ondes au niveau de l'océan Atlantique. C'est un peu l'équivalent atlantique de El Niño. Donc le MJO a été un phénomène majeur. Il a amené une crue jamais connue depuis 1917. Vous voyez? Donc c'était un phénomène vraiment majeur parce qu'il y a eu une occurrence de ce phénomène-là à 4 reprises au courant de la même année. Donc c'est comme ça que vous avez vu ce que nous avons modélisé, notamment la solifluxion à Uvira, les érosions dans la ville de Kinshasa et tout ça. Donc le MJO a été quand même un phénomène majeur, mais là-dessus, il faut savoir que le MJO, c'est un phénomène quand même qui est rare. Parce que l'occurrence de El Niño ou de la Niña, c'est pratiquement tous les 10 ans. Donc c'est un phénomène qui est courant. El Niño, c'est un phénomène qui est courant. Par exemple, maintenant, nous sommes en plein épisode de la Niña. C'est ce qui est associé. C'est quoi la différence entre la Niña et El Niño? Bon, en fait, la Niña, c'est un peu ce qu'on appelle le féminin de El Niño. C'est le même phénomène, ce sont des oscillations au niveau du Pacifique équatorial. Mais contrairement à El Niño, il y a une baisse de température. Donc les températures au cours d'un événement, la Niña, les températures sont beaucoup plus faibles. Et cette année, les températures sont de 1,2 degrés Celsius plus faibles que la température normale. Donc les eaux deviennent beaucoup plus froides au niveau de l'océan Pacifique et cette situation a un effet global dans le monde entier, donc sur le climat mondial. Et là, nous sommes en pleine période de Niña et ici chez nous, que ce soit El Niño ou la Niña, on modélise une augmentation des précipitations. Donc nous avons de fortes précipitations, mais l'épisode Niña actuel est caractérisé comme étant modéré à, disons, légèrement élevé. Donc ce n'est pas un épisode très fort. Maintenant, ce qui est inquiétant avec la Niña actuelle est qu'il y a une inversion des températures actuellement. Donc au 15 décembre, il y avait une inversion des températures dans le Pacifique équatorial et il y avait des eaux chaudes qui étaient en train de faire mouvement sous les eaux froides Niña. Donc il y a des eaux chaudes qui sont en train de faire mouvement vers le Pacifique Est, c'est-à-dire vers les côtes des Amériques. Bon, généralement, lorsque ce phénomène se passe en surface, il s'agit souvent de El Niño, mais pour le moment, on n'a pas encore prédit l'occurrence d'un phénomène El Niño, mais il arrive que l'année qui suit un phénomène Niña, qu'il puisse y avoir maintenant El Niño donc, pour l'année prochaine. Néanmoins, je reviens sur la même chose que j'ai dit en année MJO. Vous savez que nous avons prédit des érosions dans la ville de Kinshasa et 4 jours ou 5 jours après, il y a des compatriotes qui sont morts à côté du campus à cause des érosions. Et nous avons demandé au pouvoir public et à tout le monde de pouvoir faire un effort pour évacuer les compatriotes qui se trouvaient dans ces sites. Donc, vous continuez à alerter. Nous avions dit également que les
compatriotes qui habitent le long de la rivière Ngaba, le long de la rivière Makelele, hein, et particulièrement dans les quartiers Mososo, ces compatriotes-là devaient prendre des dispositions pour évacuer. Nous le disons encore pour cette année. La raison est que pour des épisodes El Niño ou la Niña, l'intensité des pluies est importante. Et lorsque des pluies torrentielles vous surprennent pendant la nuit dans un quartier comme Moussoso, c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de s'en sortir. Donc, nous avions parlé de ceci en 2019. Il n'y avait pas un petit début de curage de la rivière Makelele. Donc, lorsque les eaux gonflent, il y a un risque que nous puissions nous perdre encore des compatriotes. Nous avions parlé également de la solifluxion des sols au niveau du territoire d'Ouvira. Nous répétons encore aujourd'hui, les sols sont déjà suffisamment saturés en eau et donc pour les zones collinaires, c'est le ruissellement qui va prendre place. Pour des régions comme Ouvira, il y a possibilité également de nouvelles solifluxions. On n'est fini jamais d'apprendre, on va prendre concept vert avant de terminer cette émission. Concept vert. El Niño est un courant marin chaud qui se forme près de l'équateur, est de l'océan Pacifique et juste après Noël parce que le temps est très chaud pendant cette période de l'année. D'où le nom de El Niño qui veut dire en fait enfant Jésus. Vous êtes écouté, monsieur le professeur? Je n'ai jamais voulu être écouté. J'aimerais que je fais ma part. J'attire l'attention de mes compatriotes sur ce qui peut arriver. Malheureusement, vous savez, vous étiez avec moi en Maïndombe, mon nom de titre comme chef coutumier dit exactement ceci, que j'ai toujours raison en dernier lieu. Vous voyez, donc on ne me donne pas raison lorsque je parle directement, mais en dernier lieu, on dit que voilà, il avait raison. Mais en ce moment-là, il y a eu déjà des conséquences, comme à Ouvira, comme au campus, comme ailleurs. Ce sont des morts de trop, ce sont des gens, des compatriotes pour lesquels on pouvait éviter la mort. Il faut que finalement les pouvoirs publics arrêtent d'être sourds. Il faut qu'ils puissent nous écouter, il faut qu'ils puissent écouter les scientifiques, il faut qu'ils puissent prêter attention à la bonne gestion. Un mort de trop qu'on pouvait éviter, et on vous entend, on vous voit très engagé sur cette question. Depuis un certain temps, vous avez plus communiqué sur ces phénomènes liés au changement climatique et tout. Qu'est-ce qui vous motive le plus? C'est le danger qu'il y a ou une autre passion? Bon, c'est que en fait, nous n'avons pas de plan B. Vous voyez, donc lorsque quelqu'un meurt, il meurt, il part définitivement. Il n'y a pas de plan B, il ne revient pas. Vous voyez, et au niveau mondial, nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons qu'une seule planète. Lorsqu'elle sera détruite, nous n'irons nulle part. À moins qu'on puisse découvrir une autre planète vivable, mais pour le moment, on n'a pas encore découvert cette planète vivable. Donc, c'est mieux de pouvoir protéger ce que nous avons. Et c'est pour ça que c'est important pour l'avenir, pour la postérité et aussi pour nous-mêmes. Nous parlons, moi personnellement, je parle de ce qui se passe ici, chez nous. Je parle de Ouvira, je parle de Makelele, je parle du quartier Mososo, je parle de la rivière Ndjili. Donc nous parlons de ce qui se passe ici. Nous devons éviter qu'il puisse y avoir des compatriotes qui périssent pendant qu'on peut éviter par un certain nombre de choses
par exemple, ils peuvent quitter les endroits où ils habitent pour le moment pendant la saison de pluie et puis revenir pendant la saison sèche lorsque les événements sont plus cléments et tout ça. Ils peuvent le faire. Donc, au lieu de rester là et d'attendre que quelque chose arrive. Donc, oui, je suis engagé parce que j'essaye de faire en sorte que nos compatriotes puissent ne pas vivre des situations. Nous-mêmes, nous pouvons aussi être victimes. Personne n'est à l'abri. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous espérons que cette interpellation trouvera un écho favorable auprès des autorités compétentes. C'en est fini pour ce soir. À la prochaine.